Compass, donc il y a Compass International où il y a 180 personnes qui gèrent tous les produits et services et qui agrègent de l'information qui vient d'un réseau de 70 partenaires et qui redistribue ensuite les services et l'information dans ces 70 pays. Donc on est présent dans des pays comme le Japon, la Chine, les États-Unis, mais aussi l'Ouzbékistan et le Bangladesh, toute l'Europe. Et puis on a des filiales dans 7 pays qui appartiennent à Compass International. Ça représente une base de données aujourd'hui de environ 10 millions d'entreprises. Avec la particularité, Compass a deux particularités dans la fourniture d'informations. C'est que le Compass fournit des dirigeants opérationnels et non pas des dirigeants statutaires, hein, donc des directeurs des achats, des directeurs informatiques, des directeurs marketing. Et donc on a à peu près 14 millions de dirigeants. Et puis on a une classification de produits et services qui en fait est à l'origine de Compass. À l'origine, Compass, c'était une classification de produits et services pour savoir quelle activité faisaient les entreprises. Donc on a notre propre classification de 56 000 produits et services qui permet de comparer des entreprises dans le monde. Donc si vous cherchez des fabricants de rotors de pompe, vous allez pouvoir les trouver dans le monde entier puisque chez nous, ils sont classifiés dans la même classe. Fin 2012, on a décidé d'un changement de stratégie avec une orientation digitale de la société. Donc jusque-là, Compass était présent sur Internet, l'essentiel de l'offre était sur Internet, mais vendu par des vendeurs qui faisaient de la démarche commerciale terrain. Et donc là, on passe à une offre qui est plus sur un modèle free, freemium, premium, avec de la télévente. Donc ça, c'est le choix stratégique qui a été décidé, donc qui a entraîné le redéveloppement des applications, et ça a entraîné aussi pas mal de changements à la DSI. Le premier, ça a été de s'orienter plus progiciel que développement maison. Le deuxième, ça a été de passer en mode agile, dans un premier temps au sein de la DSI, et après à l'échelle de toute l'entreprise. Donc tous les projets ont été menés et sont menés maintenant en mode agile. Et puis le troisième, ça a été de la formation auprès des développeurs sur les logiciels qu'ils allaient utiliser et sur l'infrastructure cloud, parce que l'infrastructure cloud, elle a un impact sur le développement, parce que le développeur livre des packages prêts à être déployés. Donc on est plutôt en DevOps, donc ça a un impact aussi sur les développeurs. Quand on passe de l'internet au digital, déjà la fonction marketing et la fonction IT deviennent très proches, enfin doivent être très proches, sinon ça ne peut pas marcher. Donc il y a un rapprochement de ces équipes-là, ne serait-ce que pour que l'IT puisse proposer des choses à faire, et surtout que l'IT soit en mesure de proposer des alternatives faciles à faire, parce que un des facteurs clés, c'est la vitesse. Donc on a un besoin, on a derrière des propositions pour faire plus ou moins ce besoin, plus ou moins vite, et il faut qu'on puisse collaborer et discuter en permanence pour proposer les meilleures solutions. On a aussi un rôle de veille, alors on a toujours eu, mais on a un rôle de veille technologique qui nous permet de proposer de nouveaux services. Là par exemple, on a un cas concret, on travaillait avec une société extérieure pour tout ce qui est tracking de ce qui se passe sur le site web. On a proposé d'implémenter notre propre système qui nous a coûté une semaine de développement et qui permet de remplacer un fournisseur et qui permet de fournir plus d'informations en interne que ce que nous fournissait le fournisseur, et surtout qui permet d'aller beaucoup plus vite quand on veut traquer des nouvelles informations et analyser ce qui se passe sur notre site. Il y a déjà des fonctions métiers qui deviennent de plus en plus techniques. Si on prend tout ce qui est marketing automation, tout ce qui est analyse de trafic, tout ça, ça devient quand même très technique. Il faut maîtriser les outils informatiques, mais il faut aussi maîtriser les principes d'analyse. Donc là-dedans, il y a des gens de l'IT qui sont assez à l'aise. Et le rapprochement entre marketing et informatique dans les entreprises digitales, ça donne souvent lieu à un poste Chief Digital Officer, et moi c'est ce qui m'est arrivé puisque j'ai été nommé DGA en charge du marketing de la DSI, et chez nous des data, puisque les data c'est aussi le nerf de la guerre chez nous. Quand on a lancé les projets de redéveloppement, on a tout de suite décidé de déléguer ce qu'on appelle des product owners, des directions métiers, directement dans les équipes projets. On a créé des équipes projets polyvalentes avec des product owners, des scrum masters, des testeurs et des développeurs.
Et les gens sont tous sur un même plateau. On a l'avantage d'être dans un seul immeuble, donc on peut déplacer les gens, les mettre sur un même plateau pour qu'ils travaillent ensemble. Alors on a pris les équipes existantes et on les a formées à l'agilité et on s'est fait accompagner. Par des gens qui ont coaché un peu les équipes au début. L'agilité, c'est pas forcément naturel pour tout le monde, surtout selon les cultures, ça peut varier, l'adoption de l'agilité. Donc moi, j'en ai pas fait un principe ferme, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont plus ou moins dans la méthodologie agile, il y a des équipes qui sont un peu moins, mais je laisse les équipes s'organiser en fonction de leur mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement qu'elles sentent le mieux et qui est le plus productif. Aujourd'hui, donc on travaille en mode agile, on est plutôt en TDD, c'est-à-dire que les besoins sont décrits de façon très simple, assez succincte. Ce qui est décrit ce sont les cas de test. Et ensuite, on a des batteries, on a plusieurs étapes dans le processus de test. Donc on a la livraison en recette avec des gens qui font du test. Moi, j'aime bien le test de découverte, le monkey test, pour sortir un peu des sentiers battus, parce que nos clients sont sur Internet, donc ils ne vont pas suivre des cas de test. Et donc on a ces premières étapes. On a aussi tout un ensemble de scénarios de tests de non-régression qui nous permettent d'assurer la stabilité. Et quand on a passé ces étapes-là, on livre à la production qui fait le déploiement. Et on est aujourd'hui dans un rythme de livraison qui est hebdomadaire. Donc on livre une nouvelle version toutes les semaines. Parce que l'agilité, ça marche que si tout le monde travaille de façon agile. Donc former le COMEX à l'agilité, c'est leur expliquer ce que c'est que l'agilité, les sensibiliser à travers des ateliers, leur montrer ce que c'est que le travail en équipe, ce que c'est que la collaboration autour d'un sujet, ce que c'est que partager son expérience et ses réalisations avec tout le monde. Donc c'est leur montrer ça, pour leur montrer les bénéfices que ça peut avoir en termes de vitesse d'exécution. Pour aller sur le cloud, le point de départ, c'est que notre actionnaire hébergeait nos infrastructures précédemment. On a changé d'actionnaire, donc il fallait changer d'infrastructure. On avait un point de départ, quelques contraintes de départ qui étaient qu'on n'avait pas d'expérience en interne puisque notre infrastructure était sous-traitée. Pas de compétences pour faire du design d'infrastructure et en plus cette décision est intervenue juste après un changement de stratégie chez Compass qui nécessitait de redévelopper nos systèmes d'information. Donc on avait très peu de visibilité en termes de besoins d'infrastructure et on a choisi d'aller sur le cloud pour bénéficier de la souplesse de l'infrastructure du cloud. Le choix du cloud a été fait fin 2012. Fin 2012, les offres cloud matures, il y en avait deux. Il y avait Microsoft et Amazon. Notre choix ça a été guidé par le fait qu'on puisse avoir du support, parce que c'est quand même une aventure que d'aller dans le cloud, c'est pas une infrastructure banale. Donc le fait d'avoir du support et du conseil qui soit local, et puis le fait d'avoir une visibilité sur les prix qui nous permettent de construire un budget, puisque on a quand même besoin de contraindre ça dans un budget annuel. Donc on a choisi Azure parce que c'était le cloud qui nous offrait ces garanties. Alors on a bénéficié d'une conjoncture favorable, puisque historiquement Compass, toutes les équipes étaient orientées open source, Java, et que donc on allait sur Azure mais en conservant ces technologies-là, ce qui pour Microsoft était aussi le début de l'ouverture d'Azure aux technologies open source. Donc on a bénéficié d'un accompagnement d'experts de Microsoft pour dessiner nos applications, en faire le design et les développer. Notre infrastructure cloud, elle est essentiellement basée à Amsterdam, mais pour des pays particuliers, la Chine en particulier, on a un proxy en Chine pour délivrer un service de qualité en Chine. Pour surveiller la qualité de service, on a deux systèmes aujourd'hui. On a un système qui mesure la qualité de service côté utilisateur avec des sondes de monitoring qui nous permet de calculer la disponibilité, les temps de réponse. Et puis on a mis en place, donc on est résolument en cloud software as a service, donc on a mis en place une solution de software as a service qui nous permet de faire du monitoring de bout en bout, donc de la gestion de performance applicative, qui nous permet à la fois de monitorer l'infrastructure, mais de monitorer les applications et même de monitorer toutes les transactions en fait dans ces applications.
L'avantage du cloud, c'est ça, c'est qu'on bénéficie des progrès sur l'infrastructure. Si on prend, donc nous on est avec Microsoft. Microsoft, tous les mois, il y a des nouveautés qui sortent. Aujourd'hui, on avait justement abandonné l'offre SQL Azure parce qu'elle n'était pas assez performante pour nous. On était passé sur une offre SQL Server sur des serveurs Azure. Et là, il y a une nouvelle offre SQL Azure qui est bien plus performante que la précédente. Donc on va pouvoir repasser sur cette offre-là. Donc ça nous permet d'optimiser notre infrastructure en permanence en fonction de ce que nous fournissent les fournisseurs. Et on a la chance en ce moment qu'il y a une guerre des prix assez importante et donc les coûts ne font que diminuer. C'est pas un bon choix, c'est un excellent choix. Parce que si on n'avait pas fait ce choix-là, déjà on n'aurait pas pu tenir les délais de nos projets. Financièrement, ça nous coûte beaucoup moins cher que ce qu'on avait avant. Et puis, ça nous permet d'avoir accès à des technologies auxquelles une PME comme Compass n'aurait pas accès si on n'avait pas choisi le cloud. Si on veut tester des nouvelles technologies, on monte des nouveaux serveurs, on teste des nouvelles technologies. Si ça ne nous plaît pas, on arrête. On n'a pas à investir upfront pour pouvoir tester des nouvelles technologies. Les mauvaises surprises pendant le projet, les seules qu'on ait vraiment eues, c'est l'aspect entrée-sortie sur les disques, qui nous a amené à revoir certains morceaux d'architecture logicielle. Ensuite, c'est plutôt au début de l'exploitation où en fait on s'est aperçu qu'il y a un nouveau métier qui est nécessaire à la DSI, qui est le gestionnaire des ressources cloud. Parce que si on laisse accès, ce qui est bien avec le cloud, c'est qu'on peut démarrer une machine et l'arrêter, mais il faut gérer ça d'un point de vue budget parce qu'on paye. Donc il faut quelqu'un qui soit le garant de la bonne utilisation des ressources cloud et qui soit aussi capable d'étudier les architectures logicielles pour optimiser les ressources qu'on utilise. Ce que ça change pour nous dans le run, c'est que déjà pour les mises en production, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut allumer des serveurs à côté, faire une mise en production et puis basculer. Donc c'est quand même beaucoup plus simple pour faire des mises en production. Par contre, effectivement, il faut gérer le fait que ça peut tomber en panne, qu'il peut y avoir des machines qui sont remises à jour et qu'on est prévenu quelques temps avant, mais pas très longtemps avant, et que de toute façon on ne peut pas changer la date et l'heure à laquelle c'est mis à jour. Donc ça, c'est à nous de gérer, et c'est plutôt au niveau applicatif qu'on gère ça.